Maintenant, on va aller avec notre prochain invité. Là, c'est un bonbon pour moi de l'avoir avec nous. C'est un monsieur que je respecte énormément parce que quand il parle de sécurité en général, et particulièrement maintenant de cybersécurité, il sait de quoi il parle. Je vous présente Michel Junot-Catuya, qui est expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité. Il est de la Norgate Group. Alors, dans un instant, on le reçoit. Michel Junot-Catuya, bienvenue. Merci d'être là. Merci. C'est aussi un plaisir tout à fait partagé de te retrouver, Bruno. Merci. Alors, je vous laisse le plancher, je vous laisse le plateau pour votre présentation. Oui, bien, j'aime bien l'intervention qui a été faite juste il y a un moment. Bonjour, Yves. Il y a un moment qui a été fait parce que, oui, ça nous amène cet élément d'automatisation-là à un élément de la production du renseignement. C'est l'un des problèmes et c'est l'un des bobos que je trouve le plus qu'on a à l'heure actuelle en sécurité. On parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup aussi le terme en anglais, c'est compliance, d'être au fait des problèmes et de certains standards. Mais tous ces éléments-là, il ne faut pas oublier, c'est les problèmes d'hier. C'est la sécurité d'hier. On ne regarde pas suffisamment sur l'horizon. Et la conséquence, c'est que les spécialistes en sécurité continuent d'avoir un discours très conservateur. On parle des problèmes d'hier et on continue d'être perçu comme étant une dépense. Le problème, c'est qu'il faut changer le discours. Il faut devenir maintenant une valeur ajoutée, une valeur stratégique ajoutée à la sécurité. Et si vous n'arrivez pas à changer votre discours, vous allez continuer d'être perçu comme une dépense. Et dans le monde privé en particulier, qu'est-ce qu'une dépense? C'est un péché. Alors, on veut se débarrasser de ces éléments-là, on veut se débarrasser des dépenses. Alors, il faut vraiment arriver à changer notre discours. Et pour arriver à changer notre discours, il faut avoir l'œil sur l'horizon. Il faut être capable de voir les tendances, les menaces qui sont émergentes et qui sont en train de changer. Et ça ne sera pas toujours au niveau que technologique. Il faut voir aussi le type de menace qui vient dans la société et qui est en train d'émerger dans la société. Et c'est ça de ça j'aimerais parler peut-être un peu aujourd'hui, de voir comment notre monde est en évolution, comment notre monde est en changement, parce qu'il y a de profonds séismes qui sont en train de bouillir, de se préparer dans notre société. Et ça va avoir des effets parce qu'éventuellement, il y a des gens qui vont vouloir manifester leur mécontentement de diverses manières. Il n'y a pas besoin de se rappeler, ces dernières décennies, on a tous vécu le terrorisme international, le terrorisme à la maison. C'est ce genre de séisme-là, mais il va se passer autre chose aussi. Et comme on est en cybersécurité, il faut voir qu'est-ce qui peut arriver de ce côté-là. La CIA, et j'étais content parce qu'ils vont dans la même direction que moi je vais depuis déjà nombre d'années, ont publié un rapport important. Chaque année, assez régulièrement, on publie des rapports qui fait une vision sur les 10, 15, 20 prochaines années. C'est une étude exhaustive. Il y a plus d'une centaine de spécialistes internationaux de tous les coins du monde qui sont sollicités dans leurs spécialités respectives. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est que la société, particulièrement démocratique, est en train de se bouleverser, de se déchirer, si on peut voir. On n'a qu'à regarder nos dernières élections, ce qui s'est passé aux dernières élections. On a vu un bonhomme qui a lancé de la gravelle à notre premier ministre. Indépendamment de nos couleurs politiques, de nos tendances politiques, il y a un décorum qui est en train de se perdre. Et ce décorum, il est égrené depuis nombre d'années par tous les politiciens populistes, que ce soit les Trump, les Bernier ou les autres de ce monde, qui viennent et qui font des attaques personnelles, souvent mensongères, simplement pour solliciter de l'émotion auprès des gens. Et qu'est-ce que ça fait comme résultat, particulièrement sur les réseaux sociaux? Des polarisations. Des polarisations où on a des groupuscules, des groupes de pression maintenant qui commencent à se distancer les uns des autres. Et la cohésion, le tissu social qui a existé pendant longtemps, est en train de se désagréger. Et ça va avoir
une conséquence directement parce qu'il y a des activistes qui vont commencer à sortir de cela, des gens qui sont quand même assez agiles sur à la fois les réseaux sociaux comme sur l'Internet et qui vont finir par vouloir faire des attaques, se manifester. Même logique que le terrorisme qui va aller faire une guerre psychologique en faisant des attaques sur des individus en particulier, des groupes tout à fait des fois innocents et visés au hasard. Mais là, il va peut-être y avoir des choses qui vont se produire, qui vont être un peu plus caractérisées. Et c'est une tendance qui est en croissance. Et c'est une tendance aussi, en plus, qui est exploitée par certains États. Alors, on voit des États maintenant qui engagent des unités complètes de l'armée ou de pirates qui travaillent 24/7 et qui vont faire que des choses de ce genre-là. C'est assez préoccupant. Merci. Là, maintenant, quelqu'un va dire, oui, mais un instant, là, moi, je suis un spécialiste de la sécurité, je ne suis pas là pour faire du renseignement, je ne suis pas là pour commencer. Bien, si tu n'es pas là pour faire du renseignement, tu n'es pas à la bonne place. J'ai vraiment pas besoin de quelqu'un qui est juste un serveur automate, hein, on va faire une belle référence culturelle. Un serveur automate, j'en ai pas besoin, ça. J'ai besoin vraiment de gens qui sont là pour me conseiller, pour me guider. La seule raison d'être du renseignement, c'est d'amener des outils de gestion, de prise de décision. Alors, si on n'est pas capable d'aider à la prise de décision, si on n'est pas capable de contribuer à la profitabilité de notre entreprise en étant capable de détecter justement ces tendances qui sont en train d'émerger, on ne fait pas notre job, on ne fait pas notre travail. Et on n'arrive pas justement à pouvoir aviser nos décideurs, ceux qui doivent diriger les orientations d'une entreprise, d'un gouvernement ou n'importe quel groupe avec lequel on travaille, on ne fait pas notre job. Et c'est ça que je déplore. Alors, des fois, on a une vision un peu tunnel, un peu cylindrique, là, de regarder toujours notre travail, que se limiter strictement aux techniques, d'aller chercher les derniers gadgets, etc. Ça ne suffit pas. À quelque part, il faut aider à la prise de décision, il faut aider à comprendre les mouvements, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de changer dans notre société. Parce que le gros problème auquel on va être confronté, c'est qu'on l'a vu, là, on l'a vu avec les dernières élections, encore une fois, et puis ça va encore se manifester encore plus avec les années qui s'en viennent. Il n'y a plus de parti politique qui est rassembleur suffisamment. Avant, il y avait un certain décorum, on pouvait se parler, on s'échangeait, on se disait des choses. Mais là, de plus en plus, on a les radios poubelles, on a les commentateurs qui disent ce qu'ils veulent au nom de la liberté d'expression. Je m'excuse, là, à un moment donné, là, il va falloir que quelqu'un se fasse pousser une colonne vertébrale au gouvernement, donne des dents aux diverses organisations pour commencer à avoir un contre-discours de ces choses-là. Et il faut s'embarquer, il faut vraiment s'embarquer dans cette discipline de commencer à voir la menace émerger, voir les différents groupes de pression, voir les différents outils qui vont être utilisés aussi pour commencer à faire justement ces attaques-là. Et soit dit en passant, les individus qui font faire partie de ces groupes de pression, ben peut-être ils travaillent déjà chez vous. Alors là, c'est le loup qui rentre dans la bergerie. Et va commencer peut-être à vouloir revoir notre façon d'évaluer qui travaille avec nous, faire des évaluations de menaces de manière peut-être un peu plus régulière, des habilitations de sécurité peut-être, faire une évaluation. Et je reviens avec une petite formule très simple. Lorsqu'on fait une évaluation de la menace, évidemment, l'évaluation de la menace et du risque, des EMR, vous allez sur l'Internet, vous allez trouver des milliers de méthodologies différentes. Mais il y a une formule très, très simple que vous devez garder en tête qui va peut-être vous aider à choisir la bonne façon de trouver votre EMR. C'est, je vais vous le dire en anglais et je vais le répéter en français par la suite, Threat to plus Threat from Equal Vulnerability Assessment. Alors, la menace envers et la provenance de la menace vont vous donner votre évaluation de vulnérabilité. La première, la menace envers. Bien, ça, c'est assez simple. Je veux dire, si vous avez des bons consultants, si vous avez des personnes qui ont un peu d'activité intellectuelle entre les deux oreilles puis un peu d'expérience, ils vont être capables de vous trouver le gros bon sens puis vous dire, j'ai besoin de protéger ci, j'ai besoin de protéger ça. Et ça fait 90% de la job, c'est certain. Le problème,
c'est que 90 ne sont pas capables de faire l'autre composante, qui est d'identifier la provenance des menaces, d'où la menace peut-être venir pour vous spécifiquement, pour votre entreprise spécifiquement. Et ça, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de superposer ces deux éléments-là, on ne sera pas capable de pouvoir vraiment être en mesure d'avoir une vraie évaluation pour les vulnérabilités. Et c'est là où vous allez être capable d'utiliser, mais de manière très chirurgicale et précise, votre budget en allant exactement vous attaquer au problème. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser l'approche shotgun, c'est-à-dire tirer large, parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre, et, parce que vous n'avez pas fait votre évaluation comme du monde. Et c'est ça, ces éléments-là qu'il faut commencer à regarder. Et grosso modo, là, en terminant, je pense que j'arrive au bout de mon temps à peu près. Il y a 5 agents de menace, grande catégorie d'agents de menace sur lesquels il faut se pencher. Il y a l'attaque ou les attaques à caractère étatique ou les espions étatiques, c'est-à-dire des États qui décident d'engager des gens ou qui mettent activement des opérations en marche. On connaît les vilains traditionnels, que ce soit la Chine ou la Russie, mais il y a plus qu'eux autres aussi. Avec la fin de la guerre froide, on est passé d'une confrontation militaire à une confrontation économique. Alors, tout le monde qui a maintenant aujourd'hui une capacité offensive emploie des gens pour faire ce genre de travail-là. Le deuxième, ça va être compagnie contre compagnie, industrie contre industrie. Ça, on le voit. Et puis là, si vous pensez qu'au Canada, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, là, réveillez-vous, là, ça se passe ici aussi. Vous avez juste à regarder Air Canada et WestJet, vous avez juste à regarder le CN, le CP, d'autres compagnies qui vont faire aussi ce genre d'interférence, de vol d'informations, parce que l'information, c'est ce qui coûte, c'est la nouvelle monnaie d'échange à l'heure actuelle. Et en parlant de monnaie d'échange, le crime organisé, troisième élément qui s'embarque là-dedans. Le crime organisé qui a appris depuis longtemps que l'argent va suivre l'information. Alors, ça, on va faire du rançonnage, on va faire toutes sortes de choses de ce genre-là pour justement aller chercher une forme de revenu. La quatrième forme, c'est les fameux activistes. On les oublie trop souvent. Les activistes qui vont commencer à arriver de plus en plus sur la scène et à venir faire des attaques. Et inévitablement, ces activistes m'amènent à parler de la menace à l'interne. Des employés qui, des fois, par manque de connaissances, par manque de sensibilisation, parce qu'à quelque part, dans tout, je l'enseigne à mes étudiants à l'université, dans tous les dossiers de sécurité, il y a toujours un dénominateur commun dans tous les dossiers que l'on retrouve, c'est un être humain. Alors que ce soit l'attaquant ou celui qui le reçoit, il y a toujours un être humain à quelque part. Il y a quelqu'un qui va ouvrir un courriel qui n'est pas supposé d'ouvrir, qui va ouvrir un document qui n'est pas supposé d'ouvrir, qui va aller sur un site qui n'était pas supposé d'aller, ou simplement quelqu'un qui va avoir une tendance à vouloir se venger, ou qui réalise qu'il a accès à des informations sensibles pour pouvoir aller vendre ces informations-là à de la compétition, des choses de ce genre-là. Le problème, c'est qu'au Canada, on est, et là, je vais peut-être différer un petit peu avec la dernière intervenante, je ne pense pas qu'au Canada, on est si bien équipé de ça. Je ne crois pas au Canada qu'on est si bien aligné dans le domaine de la sécurité. Et un des gros problèmes, je l'identifie malheureusement au manque de sensibilisation que le gouvernement ne fait pas suffisamment. Il y a un manque de leadership, il y a un manque ici de stewardship de la part du gouvernement d'aller sensibiliser parce que les leaders de l'industrie, eux, ben, si no evil speak no evil, je ne vois pas de problème, je n'entends pas de problème, je n'en parle pas de problème. Alors, c'est grâce à des conférences comme celle qu'on a aujourd'hui que finalement, on s'informe les uns des autres, mais il devrait en avoir plus. Puis il devrait en venir aussi de nos spécialistes au gouvernement, que ce soit le SCRS, le Centre de protection des télécommunications, etc., CSI, qui devrait venir et nous en parler beaucoup plus, mais ouvertement et clairement, on ne le fait pas. Je vous donne un exemple. En Angleterre, le MI6 et le MI5, qui sont les deux services de renseignement international et national, ben, chaque année organisent une conférence pour les leaders de l'industrie pour expliquer les dernières techniques d'espionnage ou d'harponnage ou de cyberattaques qu'ils ont découvertes pour sensibiliser afin que cette information-là soit transmise au monde dans l'industrie. Ici, on ne fait rien.
On ne fait rien de ça. On n'a pas ce genre d'informations-là, voire même que le comité de surveillance sur les activités de renseignement a même déjà reproché au SCRS d'essayer de faire quelque chose de ce genre-là. Non, mais à quelque part, tu avais où ta claque, là? Non, ça n'a pas d'allure du monde qui pense de même. Et c'est à croire qu'on est infiltré. Ouh, c'est peut-être une job pour moi, ça. Mais à quelque part, il y a quelque chose à faire là-dessus. Il y a peut-être quelque chose parce qu'il faut commencer à se parler, à se dire les choses comme elles le sont. Aux États-Unis, en 1996, aux États-Unis, on a adopté des Economic Espionage Act. Alors, on ne peut pas être bien plus précis que ça, là. Ici, nous autres, en 2001, dans un bill omnibus sous M. Chrétien, au lendemain du 11 septembre, ben, ils ont adopté une petite loi, une réforme de la loi sur les secrets officiels. Puis il y a deux petits articles qui parlent d'espionnage. Le premier, il dit « c'est pas beau, fais pas ça ». Puis le deuxième, ben, on va être vraiment choqué si tu fais ça. Ouais, come on, tu sais. Alors, on te tape ses doigts, un point, c'est tout. Alors, à quelque part, c'est cette prise de conscience-là dans laquelle on est investi. Et là, je parle à mes collègues, il faut vraiment être beaucoup plus égayé, beaucoup plus réveillé, beaucoup plus aux aguets sur la montée de la menace et être capable de l'expliquer aux dirigeants avec qui on travaille pour savoir et voir exactement où on en est rendu de ce côté-là, parce que on ne sera pas capable de bien parer. Et il y a des firmes qui existent qui sont capables d'amener justement ce renseignement-là et de fournir du renseignement. Et à quelque part, il faut comprendre qu'on ne fait pas la cueillette du renseignement, on le produit. Le renseignement, là, c'est information plus analyse égale renseignement. J'aime ça, les petites formules. Hein? I plus A égale R. Le renseignement, on le produit, on le fabrique. Donc, c'est à la lumière de nos besoins, à la lumière de nos outils, à la lumière des circonstances qui évoluent constamment. On doit être en mesure de pouvoir avoir une bonne idée de ce qui s'en vient. Et là, on est moins en mode réactif, on peut devenir beaucoup plus proactif et se positionner de manière stratégique. Il y a même des événements, des fois, tragiques et qui peuvent nous servir dans une certaine mesure. Encore une fois, si on a les yeux sur l'horizon, si on garde simplement notre nombril constamment ou qu'on regarde tout le temps dans le rétroviseur parce qu'il faut avoir notre... c'est quoi le mot en anglais, du mot de la compliance? Là, c'est, conformité. 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 Merci, Dominique. Conformité. Je bloque toujours là-dessus. Alors, si on se conforme, on veut juste être conforme, bien, éventuellement, on va être aussi dans le formol. Oui. Mais Michel, je vous entends parler du risque informatique, les attaques, le terrorisme, mais il y a un volet où j'aimerais ça vous entendre parler, et c'est le volet d'espionnage industriel. Oui. Je pense qu'on a tous, quand on parle de ça, puis on peut en parler parce que c'est loin maintenant, mais il y a encore des gens qui sont victimes de ça. L'histoire de Nortel, hein, oui. qui a été probablement la plus grande victime canadienne, avec tout ce qui s'est fait autour même de ses bureaux-chefs à Ottawa. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une histoire dans laquelle j'ai participé. J'étais le chef du bureau Asie-Pacifique à l'époque. On a avisé les gens de Nortel, on a tenté de leur dire. Mais moi, je vais aller dans mon cercueil en croyant qu'il y avait vraiment une taupe à l'intérieur, il y avait vraiment un agent d'influence qui nous a neutralisés quelque part. Et d'ailleurs, petite histoire, le campus de Nortel a éventuellement été racheté par le gouvernement canadien pour la Défense nationale et c'est devenu le quartier général de la Défense nationale. À un moment donné, on a fait du nettoyage et on a fait de la réorganisation, de la redécoration, etc. Et dans les locaux où on faisait de la recherche et du développement, on a trouvé des micros. On a trouvé de l'écoute électronique. Alors, oui, ça, et ça, moi, j'en voudrais longtemps au gouvernement Harper qui a négligé de protéger Nortel, qui s'est allé plutôt vers l'industrie de l'automobile pour se faire baiser sans le plaisir au bout de la ligne. Mais si je vous parle de ça, je savais que vous étiez rattaché au dossier, je voulais voir si vous alliez en parler un peu. Oh, mon coquet. Mais je vais ramener ça en 2021. 2022, oui. Il y a tout le phénomène de l'espionnage industriel. Et ça touche, et puis c'est important de le dire, ça ne touche pas que les grands géants
Ça touche à énormément d'entreprises qui sont dans la recherche, dans le développement. Le Canada s'est bien positionné dans certains domaines. Il faut être conscient de ça. Ah, absolument d'accord. Et aussi, tout ce qui est centre de recherche et les universités est probablement l'un des terrains les plus fertiles et les plus naïfs. C'est le domaine universitaire. Effectivement, on estime à l'heure actuelle que le Canada probablement perd en moyenne entre 100 à 120 milliards de dollars par année en propriété intellectuelle, en possibilités de contrats stratégiques, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un pays basé sur le savoir et on est à la fine pointe de la technologie, comme vous le mentionniez il y a un instant, dans bien des domaines. Et ça rend le Canada très, très intéressant. Mais il n'y a pas que nos recherches aussi. En plus, on a des ressources naturelles très importantes qui sont très alléchantes. Et en plus, si ce n'est pas suffisant, on est assis à toutes les grandes tables. Alors, on a l'OTAN, le NORAD, l'ONU, le G7, le G20, etc. On les a tous. Alors, on a beaucoup d'informations à protéger qui est là à nous, mais qui sont de nos amis aussi. Mais comme on n'a pas de sensibilisation, comme on n'a pas de loi vraiment pour nous protéger, comme on n'a pas de gouvernement qui vraiment sonne l'alarme comme il se doit et qui nous éduque comme il se doit, on devient un terrain de chasse extraordinaire pour les espions de tout acabit, internationaux ou nationaux. Donc, ça, c'est très, très, très préoccupant dans cette perspective-là. Et encore une fois, ça revient sur l'élément de sensibilisation parce que j'ai fait ça toute ma carrière, de chasser les espions et d'attraper des espions, et je l'ai fait, je l'ai réussi. Mais à quelque part, la seule et unique façon de se protéger, c'est avec la sensibilisation et la prévention. Il faut en parler, il faut aller consulter auprès d'organisations qui ont le savoir, qui sont capables de vous guider si vous n'avez pas nécessairement les ressources. Il faut aussi commencer à viser à travailler ensemble plus. Et ça, je le déplore, qu'on n'ait pas encore d'organisation privée, mais collective, à but peut-être même non lucratif s'il le faut, qui serait capable de tout rassembler, ces informations-là, et de les distribuer. Il faut démocratiser la distribution de l'information et du renseignement particulièrement. Et éventuellement, bâtir les liens avec les agences officielles qui ont, eux autres, peut-être des informations beaucoup plus pointues, et qui auraient intérêt à travailler avec nous autres. Alors, il y a un échange de gang-gang qui serait fait ici dans cette direction-là. Mais l'évolution de la pensée et des pratiques d'affaires au Canada sont encore un peu slow, un peu lente de ce côté-là. Il va falloir commencer à se rattraper parce que si on veut embarquer sur la scène internationale, et de plus en plus on est là, on va voir qu'il ne faut pas arriver avec notre équipement de pioui si on veut jouer avec des professionnels. Puis il y en a qui sont vraiment très sérieux là-dedans. La Chine nous a démontré jusqu'à quel point, à l'heure actuelle, elle était capable de jouer dur. Si on a besoin de rappeler l'épisode, malheureusement, des deux Michael, la Chine, oui, ils sont vraiment très, très, très actifs. C'est l'une des puissances les plus dangereuses à l'heure actuelle. C'est un opposant de grande taille et qui utilise une technique qu'on appelle la collecte de masse pour être capable de pouvoir collecter le plus d'informations possible. Et moi, il y a des éléments qui sont totalement incongrus là, dans notre système. À titre d'exemple, les États-Unis sont notre plus grand partenaire commercial. La Chine a presque 2 fois plus de diplomates ici à Ottawa, au Canada, que les Américains, puis on est en déficit commercial avec la Chine. Trouvez l'erreur. Ils sont en développement de marché, peut-être? Pardon? Ils sont en développement de marché. Ils sont en développement de marché, où nous autres, on est en développement de cerveau, un ou l'autre. Et à quelque part, il y a toute cette ingérence étrangère-là aussi qui commence à arriver de plus en plus, et on utilise l'ingérence étrangère. Ça, c'est quoi l'ingérence étrangère? Ce sont des puissances étrangères qui envoient des agents qui vont faire de la pression sur probablement des gens de leur origine ethnique et qui vont tenter de les forcer à faire certaines choses des fois, et l'intimidation, la manipulation pour aller jusqu'à voler de l'information dans les entreprises, ça se fait régulièrement. Et au SCRS, on a des tonnes de dossiers à cet effet. Donc, il faudrait aussi peut-être commencer au gouvernement à regarder, à se doter d'une loi pour protéger. D'ailleurs, il y a l'Australie qui pourrait peut-être nous conseiller. Ils ont adopté une loi sur l'ingérence étrangère. Alors, ça, l'ingérence étrangère, l'espionnage, la
cybersécurité, d'informer, de produire du renseignement, d'avoir une meilleure évaluation des risques et des tendances qui sont montantes. C'est un tout qui doit commencer de plus en plus à prendre forme, à la fois chez les gens au gouvernement, à la fois dans les industries. Mais attendez pas que le gouvernement vienne essayer de vous organiser, ça ne se passera pas. Mais organisez-vous vous-même. Vous pouvez faire quand même à votre échelle, dans votre entreprise, des choses qui sont réalisables. Dominique? Non, moi j'ai quelques questions qui arrivent et donc du coup, je veux aussi en profiter pour pouvoir les poser. Tu as parlé à un moment donné, il y a des technologies d'hier, du passé, mais il faut les faire. Il faut les faire et des fois on oublie de les faire et c'est difficile. Comment on balance correctement avec l'évaluation de la menace, avec ces nouveaux risques, et puis il faut qu'on traîne quelquefois nos boulets qu'on n'a pas pu Tout faire à fait, avancer. et c'est au moins le point de départ, c'est la pierre de départ pour regarder vers l'avant. Il faut au moins avoir mis sa maison en ordre avant de commencer à regarder à faire le jardin. Mais c'est certain que il ne faut pas s'arrêter là. Et c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller vers l'avant, il faut regarder comment la société est en évolution, est en changement. Et je rebondis là-dessus où je fais du pouce parce qu'il y a le pluralisme, en tout cas des petits groupes qui commencent à s'organiser. Ah oui, ça c'est inquiétant. Parce que ça ne coûte pas cher d'acheter des attaques sur Internet. Si je veux attaquer mon voisin, c'est possible. Donc du coup, la menace, tu parlais de l'addition entre le from et le to. On commence à avoir un from qui commence à devenir tranquillement oui, effectivement. Mais encore une fois, c'est ça qui est important aussi d'avoir comme équilibre, de regarder ce que j'ai besoin de protéger. S'il y a des choses qui me sont utiles, mais dont personne ne s'intéresse, ben, c'est bien, puis on n'a pas nécessairement besoin de bâtir le Fort Knox autour de cet élément-là. Mais si on a quelque chose de vraiment très important et à quelque part on n'est pas capable de pouvoir bien le protéger, ben attendez-vous à ce qu'un jour ça va péter. Et quand les gens disent « Ouais, ben moi je suis une petite entreprise, je travaille ici au Canada », vous avez un site web? Ben, à partir du moment où vous avez un site web, vous êtes international. À partir du moment où vous êtes international, il y a n'importe qui peut arriver puis trouver un intérêt quelconque chez vous, ou vous utilisez. En 2010, le Conseil du Trésor du gouvernement fédéral, c'est quand même pas une petite bête, ça, là, puis ils sont capables quand même de se protéger, a été infiltré par des pirates chinois qui, eux, ont passé par une firme d'avocats à Toronto pour être capables de rentrer dans le système. Et à ce jour, 11 ans plus tard, on ne sait pas jusqu'où ils ont été capables d'aller, puis on ne sait pas si on a été capable de se débarrasser de ceux qui sont allés se cacher comme il faut à l'intérieur du système du gouvernement. Ils ont fermé le système informatique du gouvernement canadien pendant 3 semaines pour être capable de neutraliser cette menace. Pardon, je m'excuse. Ouais. Ça me prend au cœur. Avant de poursuivre avec les questions des gens qui nous ont envoyés en ligne, d'ailleurs, je vous invite à leur faire encore. On en profite. On a Michel qui est avec nous. Moi, j'ai une question. Je veux revenir sur un aspect de l'évaluation du risque que vous avez mentionné plus tôt. On a l'impression qu'on tourne toujours autour des mêmes points, là. Si on veut être proactif, évidemment, on travaille avec des spécialistes, mais si on veut être proactif, il faut aussi aller regarder du côté du champ gauche. On le dit toujours, hein, les 2 avions qui sont rentrés dans le World Trade Center, il n'y a personne qui s'attendait à ça. Mais pourtant, si on avait regardé des indices plus correctement, si on avait écouté les bonnes personnes, si l'information avait monté, ça aurait été peut-être prévenu. Excellent exemple. Excellent exemple. Mais aujourd'hui, en 2021, une entreprise, des gens qui sont en charge de la cybersécurité dans les entreprises, où ils doivent regarder? Où se trouve le champ gauche? D'arriver à pouvoir avoir justement son radar et peut-être une vision 360 degrés, parce que c'est ça dont on a besoin. Et on regarde toujours la menace humaine, etc., mais soit dit en passant, il y a plus que la menace humaine. Il peut y avoir une menace environnementale, il peut y avoir des menaces économiques, il peut y avoir des menaces de tout acabit. Il faut définitivement développer un réseau d'information qui nous amène et qui
comme un peu un entonnoir, arrive à nous amener toute cette information-là. D'où, encore une fois, ce que je prêche depuis des décennies quasiment, l'idée de se doter d'un service de renseignement privé, à quelque part, si on pouvait. Mais si on n'est pas capable et qu'on travaille tout seul ou qu'on travaille avec une petite unité dans notre entreprise, faut arriver à avoir des réflexes d'aller faire des cueillettes d'informations. Ce genre de conférence, comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est essentiel, c'est important. Oui, inévitablement, vous allez peut-être entendre des choses que vous avez déjà entendues. C'est correct, à quelque part. C'est rassurant. Hein? C'est rassurant que le message circule, oui, effectivement. Mais de temps en temps, vous allez entendre de nouvelles choses. Vous allez entendre des choses qui sont importantes. Et le renseignement, j'ai souvent utilisé l'analogie que le renseignement, c'est comme une pièce de un casse-tête que l'on veut faire. Mais on n'a pas la boîte avec l'image pour savoir ça comment. Alors, il faut commencer à avoir de l'observation, de l'écoute. C'est aussi un peu comme une gang de chums à un barbecue durant l'été. Il y a un beau ciel étoilé. C'est beau, c'est joli, mais là, il y en a un qui arrive, puis lui, il est capable de lire les astres. Et puis, regardez, si vous connectez ça, là, vous avez la grande ours. Puis si vous prenez les deux ici, puis vous flippez ça 5 fois vers le haut, vous avez l'étoile polaire. Là, tout d'un coup, le ciel, qui avait juste des points devant nous autres, bien, les points ont commencé à être connectés, puis ça nous révèle des choses. Il faut se développer des réflexes. Il faut se développer des méthodes de pouvoir recevoir des informations. Aujourd'hui, qui n'a pas accès à l'Internet sur des sources d'informations qui, à tous les jours, vous donnent des news feeds, là, des articles spéciaux ou spécialisés, devrais-je dire, sur une sécurité qui vous préoccupe ou un enjeu qui vous préoccupe. Alors ça, c'est important. Définitivement, en jaser, discuter, aller à des conférences, écouter des reportages et écoutez Bruno. Écoutez Bruno. Bruno, il le dit régulièrement. Écoutez-le. Il en est une bonne source, lui. Merci beaucoup. Moi, j'ai des questions encore. Oui. J'ai des questions qui m'arrivent. J'ai une question un peu double face là, de Guillaume et de Steven qui parlent de l'intelligence artificielle. Alors, il y en a un qui parle de l'intelligence artificielle pour dire c'est la 6e menace, là, après la menace interne, la menace du Terminator, la Skynet qui viendrait nous attaquer. Et puis, l'autre vers, la double face, qui est l'intelligence artificielle va nous aider pour aller plus vite. Donc, est-ce que tu as ça, c'est encore un beau débat qui existe à l'heure actuelle. Et moi, je trouve toujours ça intéressant lorsqu'on voit l'émergence d'une... On peut encore parler d'une nouvelle technologie lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. On est encore à l'aurore de tout cela. C'est intéressant parce que oui, il y a les deux faces de Janus, ces deux côtés qui nous permettent à la fois de faire des choses extraordinaires, mais qui peut aussi devenir très... Puis c'était d'ailleurs déjà exploité à l'heure actuelle par des organisations criminelles où on est inondé de milliards de courriels poubelles à l'heure actuelle et de dangers de cette manière-là au niveau de la cybersécurité. Donc, il n'y a pas de réponse clé dans cette perspective-là. C'est un débat, c'est une réflexion qui est entreprise et que l'on doit continuer à l'heure actuelle, parce que je crois que c'est pas tout blanc, tout noir. Je pense qu'il y a même beaucoup qui peut nous apporter dans l'automatisation. Mais ça ne remplacera jamais l'être humain qui, à un moment donné, doit ramasser toutes ces informations-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un aide à la prise de décision, mais ce n'est pas la décision. Si on laisse la décision prise par la machine, ils sont plus que cartésiens, ils sont assez linéaires et ça risque de vous faire mal à des places. Je te remercie d'avoir assuré le job pour tous les gens de sécurité pour les prochaines années. J'apprécie vraiment. J'ai encore une autre question, peut-être qui va plaire aussi à Yves, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir une plateforme pour un partage des mauvaises expériences pour les PME, par exemple, qui ne sont pas forcément toutes armées pour pouvoir... Est-ce que pour toi, ça pourrait être quelque chose de profitable? Je le prêche depuis des années. Ça, on se doit d'avoir justement une plateforme, c'est pour ça que je parlais d'une organisation peut-être même à but non lucratif s'il le faut, quelque chose qui nous permettrait justement de pouvoir partager nos idées, nos informations et voire même d'être beaucoup plus précis, partager des noms d'organisations ou des noms d'individus qu'on a découverts, qui ont tenté de faire des fraudes, qui ont tenté de nous attaquer, quelque chose de ce genre-là. Moi, j'ai pas aucune difficulté. Je pense pas qu'un fraudeur va vous poursuivre pour diffamation. Habituellement, il se cache, il se sauve. Alors, n'ayez pas peur de partager les informations, mais effectivement, il faudrait avoir
cette forme de plateforme. Et c'est là où le leadership du gouvernement manque. C'est là où, à quelque part, il va falloir que quelqu'un puisse... Mais c'est toujours le même principe, parce que j'ai approché les très grandes organisations pour essayer d'avoir leur collaboration. Et on dit, ben, regarde, faites-les, puis après ça, on viendra vous aider. Il y a toujours un peu le phénomène de honte, parce que personne ne veut dire qu'il s'est fait attraper, personne ne veut dire qu'il y a de l'espionnage. Et voilà. Mais il y a moyen aussi de partager en neutralisant, entre guillemets, l'information, pas au niveau de ne pas révéler à qui c'est arrivé ou comment c'est arrivé, mais on peut parler aussi. Mais à quelque part aussi, il y a une certaine franchise. Je vous donne un exemple, peut-être, je ne sais pas si c'est tout à fait d'à propos, mais aussi André, peut-être, Maple Leaf avait eu un problème de viande contaminée il y a plusieurs années passées. Ça avait été fait même intentionnellement par un employé. Bien, le grand patron, il l'a attaqué de plein front. Il a dit, oui, c'est arrivé, voici ce qu'on a fait. Ils ont arrêté, ils ont tout nettoyé, ils ont super nettoyé. Maple Leaf est revenu là, sur ses pieds en 2 temps, 3 mouvements, puis ils vont très, très, très bien de ce côté-là. C'est le genre d'approche qu'il faut avoir. Faut pas avoir peur maintenant de le partager, voire même que j'irai plus loin. Maintenant, il y a certains gouvernements à travers la planète qui vont vouloir forcer les gens par la loi. Si vous ne révélez pas que vous avez été attaqué, que vous avez été victime de hacking, vous allez être sanctionné pour avoir dissimulé ces informations-là. On est obligé de sortir le bâton parce que la carotte n'a pas suffi. C'est parce que la carotte était peut-être pas suffisamment présentée, mais en tout cas, là maintenant, on est rendu là, on a commencé à réaliser qu'il faut en parler, il faut partager pour qu'on puisse apprendre les uns des autres. La sensibilisation reste importante. Tout à fait. Enquête, oui. Oui, peut-être une petite question. Michel, je sais qu'un excellent collaborateur de tous nos événements. On parle beaucoup de prévention, mais je pense qu'une chose qu'on ne doit pas oublier aussi, que quand on parle de divulguer l'information, qu'est-ce qui s'est passé chez nous ou quoi que ce soit, mais il faut le faire aussi côté préventif. Je pense par exemple dans le domaine industriel qu'on parlait, lorsque les gens apportent des nouveaux équipements, une nouvelle technologie qu'ils veulent implanter chez eux ou quoi que ce soit, de ne pas avoir peur de parler à des conseillers qui vont leur dire, écoute, cet environnement-là, pour moi, est-ce que ça va changer ma façon que je dois traiter la sécurité chez moi? Oui. Parce que maintenant, on a vu des cas aux États-Unis où de nombreuses entreprises ont perdu le contrôle de leur production parce qu'ils se sont fait hacker à distance. Ouais. Mais toute nouvelle technologie, même qui n'existe pas aujourd'hui, qui va avoir à inclure beaucoup, par exemple, tout l'aspect de l'intelligence artificielle intégrée à l'intérieur de ça, je pense qu'il va être important que les dirigeants d'entreprise prennent la peine de consulter les gens avant même de prendre une décision de transformation, parce que sinon, on va s'exposer. Et puis, aussi longtemps qu'on ne commencera pas à s'éduquer, à travailler en amont comme ça, on va toujours vivre avec le passé, avec les problèmes actuels, puis on ne réussira pas à vraiment créer un écosystème là, stable et de confiance. Ah, tout à fait d'accord. Et l'effervescence de l'industrie, elle est extraordinaire. Bruno, on a fait une carrière à surveiller l'émergence de nouvelles technologies constamment. C'est incroyable ce qui sort, mais c'est pas tout égal, c'est pas tout bon. Alors, à quelque part, il faut pouvoir s'en parler, il faut pouvoir dire moi, j'ai eu une bonne expérience ici, ça, je vous le conseille moins. Encore une fois, écoutez Bruno. Merci. Non, puis d'autant plus que dans les nouveaux produits qui sont présentés aux entreprises, autant qu'aux consommateurs, c'est pas toujours l'angle sécuritaire qui est prioritaire. Hein. On l'a vu dans de milliers de produits présentés. Ouais. Dominique, peut-être une petite carte? Michel, j'ai posé une petite carte juste devant toi. Je suis content parce que quand je suis passé à Tout le monde en parle, il ne me l'avait même pas fait pour moi. Tu vois, regarde. Je l'ai fait congédier. On est bien traité ici. Écoute, moi, je t'offre une carte James Bond. Oh. Écoute, même si on n'a pas réussi à correctement synchroniser nos horloges, hein, mais on a quand même réussi à travailler ensemble, je sais que je ne sais pas qui est le plus délinquant de nous deux. Ça restera à définir plus tard. Très fier de d'avoir entendu parler mon James Bond préféré. Et je suis prêt à prendre un dry martini un peu plus tard, avec plaisir. Cheers, merci mate. Beaucoup. Cheers, mate. Michel Jeunet-Catuya, merci infiniment d'avoir passé ce matin. Merci à vous tous. C'est un plaisir.